des Reactive Streams sur la JVM. Je m'appelle David Verstezen et je travaille pour la société SWAT. J'ai déjà mis en place des implémentations de Reactive Stream sur des applications mobiles, mais également sur des applications back-end. Auparavant, les systèmes d'information étaient autosuffisants. Aujourd'hui, le nombre de systèmes d'information ont explosé et ils sont interconnectés. Votre web application utilise une base de données, un site web partenaire, etc. De même, votre application Android a besoin d'Internet pour fonctionner ou encore utilise des systèmes type GPS, etc. Pour limiter le couplage entre ces différents systèmes, il faut être asynchrone. Mais le problème, c'est que écrire du code asynchrone, ça craint. Mais pourquoi ça craint? Il suffit de voir les API que nous avons à notre disposition. Par exemple, les futurs. Les futurs exposent une méthode get. Si vous utilisez la méthode get à un mauvais moment, vous allez bloquer votre système. De même, si vous utilisez un ensemble de futurs, c'est compliqué d'avoir l'orchestration optimale. Il suffit d'appeler le futur qui sera en fait le plus lent pour bloquer toute votre orchestration. Vous allez attendre pour rien. Pour limiter ce problème-là, on a une solution, c'est utiliser des API à base de callback. Le problème, c'est que utiliser plusieurs callbacks ensemble, on commence à avoir un empilement de callbacks et ça devient vite problématique. On obtient ce qu'on appelle le callback L. Bref, écrire du code asynchrone, c'est compliqué. Mais alors revenons au problème du code synchrone. C'est quoi le problème? Quand on fait un appel synchrone, vous allez appeler un service distant, vous allez bloquer en attendant la réponse. On va prendre par exemple un site web marchand. Pour créer la page web, vous allez devoir appeler deux services différents et un des deux services est lent. La première requête part sur le service lent et comme il met du temps à répondre, ça va impacter fatalement votre temps de réponse sur la création de la page. Ensuite, vous allez pouvoir appeler le second service qui est rapide. Mais ça va être quoi le feeling que vos utilisateurs vont avoir? Ils vont aller sur le site, ils vont cliquer et ça va être lent, ça ne va pas répondre tout de suite, ils ne vont pas comprendre. Soit ils vont aller chez le concurrent, soit ils ne vont pas commander. Donc ça peut avoir un impact sur aussi votre chiffre d'affaires. On va prendre une autre situation, c'est une application mobile. L'utilisateur clique sur un bouton et ce clic déclenche un appel réseau, toujours sur notre serveur lent. Le serveur lent répond. Le problème, c'est pendant ce temps-là, si l'utilisateur essaye d'interagir avec l'application, comme l'appel est synchrone, l'interface graphique va bloquer. Elle va toujours attendre la réponse du serveur. On revient sur notre application. Qu'est-ce que va penser l'utilisateur quand il va utiliser l'application? Il va se dire ça ne marche pas, il va la fermer, il va la relancer, etc. Donc le feedback utilisateur va être mauvais. On va reprendre les mêmes situations mais avec l'asynchrone. L'asynchrone, c'est quoi? C'est finalement quand vous allez faire la requête, vous n'allez pas attendre la réponse pour continuer à faire du traitement. Bref, l'asynchrone permet de profiter du temps d'attente. On va reprendre notre exemple avec notre site web marchand. On va faire une première requête et à la suite, avant d'attendre sa réponse, on va pouvoir lancer la requête suivante. On va avoir les réponses. Le serveur est toujours lent, la page sera toujours un petit peu longue à générer. Tout de même, l'impact sera minimum sur le temps de réponse. De même, sur notre application mobile, l'utilisateur clique, la requête part, l'utilisateur va manipuler l'application et en attendant que la réponse arrive, il y aura tout de même du feedback de l'application. Ça va réagir, les boutons vont bouger, etc. Une fois que la réponse sera obtenue, il pourra modifier l'interface graphique. Donc écrire du code asynchrone, ça semble nécessaire, mais comment faire pour du coup écrire du code asynchrone facilement? Il y a une émergence de différentes approches. Donc on a Vertix, AK, RxJava, Ratpack, Reactor, RxJava 2. Elles ont toutes un point de vue différent, mais elles ont tout de même convergé vers un standard que ces solutions ont créé. Ce sont les Reactive Streams. Alors techniquement, c'est quoi les Reactive Streams? C'est simplement un jeu d'interface qui expose un contrat et en dessous, on va avoir des implémentations. Donc RxJava 2, Reactor, AK, etc. Il faut voir en fait les Reactive Streams comme un pont entre les implémentations. Alors quel est le contrat exposé par les Reactive Streams?
En fait, on va manipuler différents signaux. On a déjà le onSubscribe. C'est ce qu'on va faire en fait quand on va démarrer l'abonnement à un flux. À la suite de quoi, on pourra être notifié une fois, 0 fois, une fois ou plusieurs fois sur le onNext, pour dire c'est bon, on a un nouvel événement. Ensuite, on peut être notifié sur le onComplete pour dire le flux est fini ou ne pas être notifié. Et si le flux a rencontré une erreur, on peut être également notifié d'une erreur. Alors, le nom du talk, c'est RxJava, RxJava2 et Reactor avec les Reactive Streams. Information tout de même, RxJava n'est pas compatible avec les Reactive Streams. Si vous voulez utiliser des Reactive Streams avec RxJava, il faut utiliser un adaptateur qui rend le projet compatible Reactive Stream. Mais pourquoi il n'est pas compatible? C'est tout bêtement pour des problématiques, entre autres, de nommage. RxJava expose les messages onNext, onError, onCompleted, alors que Reactive Stream, ça va être onNext, onError, onComplete. Donc grâce au Reactive Stream, Reactor peut utiliser RxJava2, mais ça marche aussi dans l'autre sens. Donc vous pouvez faire un projet avec RxJava et utiliser Reactor. Alors quelle est l'approche commune entre ces deux projets? Ce sont en fait des API pour manipuler des événements de manière synchrone ou asynchrone à travers un flux d'événements. Donc schématiquement, comment ça marche? On va imaginer un flux d'événements. Sur ce flux d'événements, vous pouvez avoir un, deux ou plusieurs événements. Et vous allez pouvoir altérer ce flux d'événements avec ce qu'on appelle un opérateur. Typiquement ici, c'est un opérateur qui va prendre les ronds et qui va transformer les ronds en carrés. Ces flux d'événements, ça peut être tout et n'importe quoi. Par exemple, vous pouvez représenter les clics d'une souris comme un flux d'événements. Chaque clic, c'est un événement. Mais vous pouvez très bien imaginer qu'un appel web service est un flux d'événements. Vous faites un appel et le seul événement, ce sera la réponse du web service. On va prendre un exemple de code. C'est un utilisateur qui fait une requête web service à plusieurs web services. Alors ne vous étonnez pas, les exemples sont tirés de la guerre des étoiles. Donc si vous voyez Luc et des vaisseaux, c'est normal. Donc on va déjà faire un appel réseau pour récupérer un utilisateur. On sera notifié quand on aura l'utilisateur, quand l'appel réseau aura réussi. À la suite de quoi, je vais vouloir récupérer en fait tout d'abord les véhicules de Luke Skywalker et ensuite les vaisseaux de Luke Skywalker. Alors déjà, ce qu'on peut notifier, c'est on a des tris en fait pour récupérer les vaisseaux et les véhicules, deux flux d'événements. Le premier pour les véhicules, le second pour les vaisseaux. Dans ce code, je vais prendre ces deux flux d'événements et je vais les fusionner. Ok. Là, ce qu'on vient de faire, en fait, c'est surtout d'écrire une topologie. C'est-à-dire, on va exprimer comment les flux vont s'organiser, vont s'orchestrer entre eux. Tant que vous n'appelez pas la méthode subscribe, il ne va rien se passer. Vous êtes obligé d'appeler la méthode subscribe, donc vous vous abonnez au flux, et c'est à partir de ce moment-là où les appels vont réellement être exécutés. On peut voir que l'ensemble représente encore un flux d'événements. Donc dans un flux d'événements, je peux manipuler des sous-flux d'événements. On va prendre un autre exemple, cette fois avec une interface graphique. L'utilisateur clique sur un bouton, ça lance un appel réseau et on va simplement afficher le résultat dans un bouton. Pour décrire cette interaction, je vais pouvoir dire ok, le bouton en fait c'est un flux d'événements. Chaque fois que l'utilisateur clique, je reçois un événement. Et je vais pouvoir facilement, grâce à RxJava, changer de contexte d'exécution. Donc j'étais dans le contexte d'exécution graphique, je vais passer dans les entrées-sorties, ce qui va me permettre de faire un appel réseau. Je vais obtenir le résultat de l'appel réseau. J'ai rechangé de contexte d'exécution pour revenir dans le contexte graphique. Et dans ce contexte-là, je vais pouvoir modifier l'interface utilisateur. Encore ici, on a notre flux d'événements. Il est vertical. Si je voulais faire la même chose mais sans flux d'événements, on voit une structure qui est plus pyramidale. On a un vrai stack de 2. Et c'est typique en fait de l'empilement de callback, donc le callback L. Bon, bref, avec RxJava et Reactor, écrire du code asynchrone, c'est quand même un peu plus simple. Je vais revenir sur l'historique des projets, RxJava et Reactor, parce que ça a un impact sur leur fonctionnement.
Au tout début, en fait, les Reactive Extensions ont été créés dans les laboratoires de Microsoft par Eric Meyer. Ensuite, Netflix a fait le portage des Reactive Extensions en Java parce qu'ils étaient en face de problématiques de systèmes fortement distribués. Donc à la place de réinventer la roue, ils ont simplement porté les Reactive Extensions en Java. En parallèle, un universitaire, David Carnock, a participé activement sur ce projet-là en proposant des améliorations, des modifications, etc. Ben Christensen, le lead développeur de RI Java, est parti chez Facebook, ce qui a envoyé un message pas forcément rassurant sur l'avenir de RI Java. Qui va le reprendre? Est-ce que Netflix va continuer à le maintenir, etc. Du coup, David Carnock en fait, a repris le lead sur RI Java et mis en place RI Java 2. En parallèle, Pivotal a créé le projet Reactor. Mais comme c'est un universitaire, David Carnock ne s'est pas empêché de aussi mettre la main à la pâte sur le projet Reactor. Ce qu'on peut résumer sur cette historique, c'est de 1. RI Java, c'est une technologie éprouvée. En effet, Netflix l'a utilisée en production et ça marche. De plus, grâce à David Carnock, Reactor profite de l'expérience de RI Java. Mais ça va dans l'autre sens. Bref, David Carnock a permis de faire un pont technologique fort entre les deux projets. Donc sur ces différents projets, on va pouvoir manipuler également différents types d'objets. Donc quels sont les objets qu'on va manipuler? Alors, on va commencer par RI Java. RI Java, on va manipuler des observables. C'est ce qu'on a vu brièvement précédemment. Un observable peut être notifié 0 fois, une fois, plusieurs fois d'un événement, puis avoir un signal de fin. Mais ce flux d'événements, ça peut être aussi plusieurs événements, puis une erreur. Ça peut être tout simplement uniquement une erreur, voire rien du tout, voire uniquement un signal de fin. Bref, ce qu'on peut voir, c'est que le type observable est extrêmement souple. Vous pouvez décrire beaucoup de choses à travers le type observable. Le type single, quant à lui, n'expose que deux signaux finalement. C'est soit vous avez un événement, soit vous avez une erreur. C'est soit l'un soit l'autre. C'est pas possible de mixer. On a un dernier type, le completable. Completable, c'est encore ici deux signaux. C'est soit le flux se termine, soit vous avez une erreur. On en parlera plus tard, mais le type observable supporte la back pressure, la pression arrière. Mais, et on comprendra mieux plus tard aussi, cette back pressure a été ajoutée après coup. Donc c'est un impact sur le design et sa facilité d'utilisation. Donc c'est le type le plus souple. À côté, on a le single. Comme il ne peut émettre qu'une valeur, c'est idéal typiquement pour représenter un appel web service. Le completable, lui, est idéal pour représenter un processus d'arrière-plan. On sait bien tous ces types, mais qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? On va prendre un exemple. On va vouloir écouter une WebSocket. Pour chaque commande reçue sur cette WebSocket, on va composer une réponse à partir de 3 services web différents. Puis on va exécuter 2 jobs séquentiellement. Passons au code. Donc la WebSocket, l'observable, et c'est idéal pour représenter la WebSocket parce que vous pouvez avoir plusieurs événements sur la WebSocket. Ensuite, vous allez vouloir appeler 3 web services différents et composer une réponse à partir de ces 3 web services différents. Là, le type single sera idéal. À la fin, on pouvait utiliser les complétables pour signifier que vous êtes en train de faire des jobs d'arrière-plan. Bref, ces différents types, ça permet surtout de fortement montrer l'intention qui se cache derrière votre code. Passons maintenant à RI Java 2. RI Java 2 propose un nouveau type, c'est le maybe. C'est un type qui, si vous connaissez les optionals en Java 8, c'est ce qui se rapproche le plus. Donc le maybe, qu'est-ce qu'il expose comme signaux? Ça va être, vous pouvez avoir un événement, où le flux peut se terminer, ou vous pouvez avoir une erreur. Il n'y a aucun mix possible entre les différents signaux. Donc maintenant, on va parler un petit peu de back pressure. Donc la pression arrière. Mais c'est quoi la back pressure? On va prendre le cas en fait d'un consommateur de données. Il va consommer de la donnée qui est produite donc par un producteur. Pour l'instant, tout va bien. Le problème, c'est quand le producteur commence à émettre énormément de données et le consommateur n'est plus capable de traiter dans les temps les informations. Donc là, on a un souci.
avec la back pressure, la pression arrière, on va pouvoir envoyer un signal au producteur de données pour lui dire oh là, moi j'arrive plus à consommer, ralentis ta cadence. Donc ça c'est bien. Le problème c'est surtout avec ARIJava 1 finalement. C'est comme je l'ai dit précédemment, c'était mis un petit peu au chausse-pied dans les types observables. Du coup l'utilisateur lambda moyen va avoir des exceptions missing back pressure exception sans forcément comprendre pourquoi. Donc il va sur Google, il tape, il voit qu'une histoire de back pressure, il regarde son code, il comprend pas trop pourquoi. Donc qu'est-ce qu'il fait dans un moment de panique? Il va mettre une gestion de back pressure un peu n'importe où, sans forcément comprendre les impacts. Et ça, c'est pas terrible, parce que finalement, vous êtes en train d'utiliser un opérateur sans forcément trop savoir pourquoi, c'est juste pour vous débarrasser d'une exception. Fort de ce constat, en ARIJava, la décision a été prise que tous les types qu'on a vus précédemment ne supportent pas la back pressure. Un type est dédié pour gérer la back pressure, ça va être le type flowable. Donc le type flowable, c'est comme un observable, c'est exactement pareil, mais ça gère la back pressure. Donc maintenant, on a une nouvelle question qui se pose, c'est ok, j'ai observable, j'ai flowable. Quand est-ce que j'utilise observable? Quand est-ce que j'utilise flowable? Il y a quelques critères à prendre en compte. Si vous avez peu d'éléments à traiter, observable, c'est idéal. Si vous êtes en train de manipuler, représenter une interface graphique, observable encore est idéal. Ou encore si sur votre plateforme, je pense notamment à Android, vous n'avez pas encore les streams Java 8, vous pouvez utiliser observable à la place. Flowable, ça va être plutôt pour représenter des flux avec beaucoup d'éléments, ou encore si vous voulez contrôler l'émission de ces éléments. On a vu les différents types avec ARIJava, mais Reactor. Qu'est-ce que propose Reactor? Reactor a une approche plus simple, dans le sens où il va proposer uniquement deux types. D'abord le flux, qui va être en fait un ou plusieurs événements, et le mono, qui lui ne va pouvoir accepter au maximum qu'un seul élément. Donc on voit tout de suite le tableau est plus petit, tous les types supportent la back pressure. Donc le flux c'est très proche du coup du flowable, et le mono techniquement c'est un flux mais avec un seul élément au maximum. Donc c'est bien ces types d'objets, mais comment ils s'agencent dans l'univers ReactiveStream? Techniquement, le flux et le flowable héritent de la même interface qui vient de ReactiveStream qui est Publisher. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais pouvoir prendre typiquement un flux, mais en fait en paramètre du flapmap, c'est-à-dire à partir d'un événement, je vais pouvoir produire un autre flux. Le paramètre de cette lambda, c'est pas un flux, c'est un publisher. Donc comme c'est un publisher, je vais pouvoir mettre un autre type de publisher à la place. Et Flowable, c'est un publisher. Donc en fait, quand je vais utiliser Reactor, je vais pouvoir injecter des streams ARIJava. Et du coup, on peut faire des trucs un petit peu rigolos. Par exemple, je vais pouvoir créer un Flowable à partir d'une source qui vient de Reactor, mais je peux faire l'inverse. Je peux créer un flux à partir d'une source qui provient de ARIJava 2. Ça, c'est super intéressant si vous voulez utiliser différents projets de nature différente. Comme les équipes sont très proches les unes des autres, entre Reactor et ARIJava, ils ont proposé en plus Reactor Add-on qui permet de faire encore plus de choses sympathiques. Vous pouvez par exemple convertir un observable en flux, convertir un maybe en mono, ou encore convertir un single en mono. Mais ça marche encore dans l'autre sens. Vous pouvez très bien convertir un mono en flowable, ou encore un flux en flowable. Bref, vous pouvez faire un petit peu tout ce que vous voulez. Donc tout ça c'est bien, comme je l'ai déjà dit, ça permet d'utiliser une bibliothèque qui utilise ARIJava 2 dans son projet Reactor, et inversement, vous avez une bibliothèque Reactor, vous pouvez l'utiliser dans votre projet ARIJava 2. Passons maintenant aux opérateurs que ces projets exposent. Alors le catalogue d'opérateurs est conséquent et homogène, et vous pouvez à peu près tout représenter avec ces opérateurs. Vous pourrez gérer des notions temporelles, vous avez un élément, vous allez pouvoir les mettre tardivement, vous pouvez faire de la composition, vous pouvez faire du buffering, bref, vous pouvez faire plein de choses différentes. Le catalogue entre ARIJava, ARIJava 2 et Reactor sont assez identiques. On retrouve tout ce qui est dans ARIJava en ARIJava 2, mais on peut quand même noter que Reactor, comme c'est un projet un petit peu plus jeune, va profiter de sa jeunesse justement pour renommer certains opérateurs.
Typiquement AMB, ça parle à peu de personnes. Reactor, ils ont plutôt préféré le renommer en first emitting. C'est-à-dire qu'ils vont prendre sur un ensemble de flux le premier flux qui va émettre un événement. Avec tous ces opérateurs, vous pouvez couvrir de nombreuses situations. Vous pouvez grosso modo quasiment tout faire. Alors évidemment, il y a toujours un moment où on va se dire oui, mais j'ai besoin d'un nouvel opérateur. Alors nota bene, notamment avec RI Java 2, Reactor ne permet pas de proposer de nouvel opérateur, mais avec Java 2 permet de le faire. Et si vous le faites, attention, écrire un nouvel opérateur, c'est compliqué. Pourquoi c'est compliqué? Parce qu'en fait, il faut très bien connaître le contrat des observables, c'est-à-dire le désabonnement, la back pressure, les problèmes de concurrence. Ça, c'est pas forcément permis à tout le monde, surtout quand on n'est que utilisateur de la bibliothèque. Bon, bref, écrire un opérateur avec RI Java 2, c'est plus complexe qu'avec RI Java, donc ne vous lancez pas forcément dans cette aventure qui peut être vite compliquée. Donc là, on a exposé RI Java 2 Reactor, ce qu'ils peuvent faire, mais on va revenir à notre application. Est-ce qu'il est possible de rendre son application réactive? Évidemment, c'est possible. Alors attention, à moins d'avoir un système complètement synchrone, dès que vous allez utiliser une source asynchrone, ça va un petit peu casser votre architecture. C'est-à-dire quoi? C'est que dès que vous allez commencer à faire un petit peu d'asynchrone, ça va commencer à se propager un petit peu dans toute votre application. Donc pour rendre son application réactive, en fait, on va faire une chose assez simple, c'est on va prendre nos sources de données originales et on va les encapsuler dans des sources réactives. Tout simplement. Donc on va prendre notre callback, on va la mettre dans une source réactive, on va prendre notre API synchrone, on va la mettre dans une source dite réactive. Ça va permettre ensuite de dialoguer avec toutes nos autres sources réactives. Et pour faire cette encapsulation, on va passer par ce qu'on appelle des factories. Donc les différents projets proposent encore beaucoup de factories différentes. Donc on a typiquement la plus simple à comprendre, c'est just, qui permet en fait d'émettre une valeur qui est déjà connue. Défaire, c'est pour émettre tardivement une valeur. From callable, qui est aussi assez simple à comprendre, c'est vous avez une méthode synchrone, vous allez vouloir émettre son résultat. Donc pour cela, il faut utiliser from callable. On va s'épandre un petit peu plus sur create pour les exemples suivants. Create, dans les précédentes versions, notamment RI Java, c'était compliqué à utiliser. C'est typiquement, l'année dernière, j'avais déjà fait une présentation sur ce sujet, et c'était la conclusion, c'était surtout n'utilisez pas create. Sur RI Java 2 et Reactor, ça a été simplifié. Donc maintenant, c'est bon, vous pouvez réutiliser create pour encapsuler vos API, notamment à base de callback. Donc on va prendre un exemple d'encapsulation. Le concept là, c'est on va prendre une application qui écoute sur Redis et va publier le résultat qui est publié sur Redis, parce que Redis permet de faire du publish subscribe. Donc si on veut le faire en synchrone, bah déjà Redis propose une API à base de callback pour le publish subscribe. Donc là, on va écouter Redis, on va mettre ça dans une atomique référence pour garder le résultat pour plus tard, et on va mettre du code de synchronisation. Donc on va écouter Redis, une fois qu'on aura la valeur, on va pouvoir retourner cette valeur. On a notre application synchrone, on va déjà faire la première étape, on va encapsuler nos API pour que ce soit plus simple. Donc pour cela, on va utiliser donc la factory create. On va encapsuler notre code qui écoute sur Redis, et une fois qu'on a reçu l'événement sur Redis, on va le propager dans notre flux RX Java 2. Pour cela, on va mettre en place le contrat RX Java, c'est-à-dire une fois qu'on a un événement, on va notifier notre flux, et à la suite, avec le onComplete, on va dire c'est bon, le flux est terminé parce que je ne prends qu'une valeur. Je vais tout de même garder un petit peu de synchronisation. RX Java va simplifier ça avec un opérateur blocking first. Donc il va en fait bloquer votre thread courant tant qu'il n'aura pas la première valeur. C'est bien, mais on a envie d'aller plus loin, on a envie de rendre notre application vraiment asynchrone. Donc ça, c'était une application Spring Boot, et Spring Boot propose une API asynchrone à base de déféré de résultats. C'est-à-dire que avec l'objet, une fois, on va pouvoir setter l'objet, et c'est quand on va setter l'objet, il va rendre la main. Donc maintenant, c'est très simple, en fait, on va s'abonner au flux, et une fois qu'on sera notifié sur le premier élément, on va setter le déféré de résultats, et le résultat va être propagé sur la page web. C'est bien, mais on a envie d'aller encore un petit peu plus loin, on va vraiment passer au Reactive Stream.
Donc on utilisait Defer Result, mais en fait Spring Boot, avec notamment Webflux, supporte le type flux directement. Vous n'avez pas besoin de retourner un Defer Result pour exprimer un appel asynchrone, vous pouvez directement retourner un flux. Alors sauf que quand j'écoute Redis, c'est du RxJava 2, mais comme tout est compatible, il n'y a pas de souci, je peux créer un flux à partir de mon stream venant de Redis RxJava 2. On notera au passage que j'ai modifié un petit peu la méthode. Avant, je retournais une seule valeur. Maintenant, je vais retourner du server sent event. Donc, je vais pouvoir streamer tous les résultats que j'envoie sur Redis. Mais en fait, je peux encore aller plus loin. Parce que là, je retourne un flux, mais mon API Redis, c'est du RxJava. Bah, je vais pouvoir, comme c'est Webflux en fait, supporte les Reactive Stream, je peux directement retourner un publisher. Donc après, si j'utilise RxJava 2 ou Reactor, c'est pareil. Le résultat de ces quelques lignes de code, en fait, c'est que je vais pouvoir envoyer des commandes à Redis et tout ça va être streamé sur le navigateur. Et ça, c'est juste en 5 lignes de code avec Spring Boot 2 et Webflux. Mais tout le monde ne démarre pas forcément sur une application dite réactive. Enfin, des fois, plutôt les utilisateurs partent d'une application réactive qui ont déjà RxJava. Est-ce que je peux migrer sur RxJava 2 et ou Reactor? Oui, c'est possible. Enfin, notamment si vous partez de RxJava vers RxJava 2, c'est très simple. Parce qu'en fait, ils ont pris comme approche d'utiliser des packages différents entre les deux projets. C'est-à-dire que vous pouvez utiliser RxJava 2 dans votre projet, il ne va rien se passer en fait. Tant que vous n'utilisez pas de code RxJava 2, il ne va rien se passer, il n'y aura aucune modification, vous pouvez très bien faire cohabiter les deux projets sans problème sur votre projet à vous. Évidemment, pour faciliter la migration, il existe des adaptateurs. Donc vous pouvez très bien partir de RxJava vers RxJava 2 et faire le contraire. Partir d'un flux RxJava 2 vers RxJava. Sur votre application qui va devenir réactive, une chose à ne pas faire, c'est utiliser le type nul. Typiquement, c'est imposé par le contrat des Reactive Stream. Vous ne pouvez pas utiliser nul, par exemple, dans les factories. Vous ne pouvez pas utiliser nul pour signifier non, je n'ai pas d'événement. Si vous le faites, en fait, vous aurez tout simplement une null pointer exception. Ça, c'est plus un warning si vous commencez à migrer sur des applications réactives. Reactor se base sur Java 8 tandis que RxJava 2 utilise Java 6. Qu'est-ce que ça implique sur ces projets-là? Donc, RxJava 2, c'est Java 8. Ce qui veut dire qu'on peut utiliser, enfin, Reactor utilise directement les API Java 8 dans son code. Par exemple, pour toutes les problématiques temporelles, on va utiliser le type Java 8 qui est duration. De même, pour tout ce qui est lambda, on va utiliser le type function qui est propre à Java 8. Donc Java util.function. Et en plus, comme ils sont compatibles Java 8, ils ont rajouté des opérateurs, des méthodes qui sont assez sympas. Par exemple, vous pouvez partir d'un stream et le convertir en flux, mais le flux, vous pouvez aussi le convertir en stream. Donc vous pouvez passer du code Java 8 à flux et vice versa. RxJava 2, quant à lui, c'est plutôt du Java 6. Alors pourquoi Java 6? C'est pour nos petits amis d'Android qui n'ont pas encore tout ce qui est Java 8 et API Java 8. Mais si on regarde le code de RxJava 2, il ne faut pas s'étonner, on a quand même des fonctions, des bifonctions. C'est pas dans le même package, c'est pas des Java util.bifunction. Parce qu'en fait, ils ont suivi les conventions Java 8. Donc func2, qui prenait deux paramètres, a été renommé en bifunction. Comme on ne supporte pas Java 8, tout ce qui est temporel, on n'utilise pas le type duration pour RxJava. Donc si je veux exprimer une temporalité, ce sera avec toujours le type Java util concurrente. Et de même, les lambda, le paramètre, ce sera io.reactivex.function.function. Quand on écrit du code asynchrone, on va avoir une nouvelle problématique, ça va être la gestion des contextes d'exécution. Pour symboliser ça, RxJava et Reactor passent par ce qu'on appelle des schedulers. C'est une abstraction en fait des contextes d'exécution. Donc ça va être quoi un scheduler? On va imaginer par exemple un pool de threads et on va pouvoir empiler les tâches que l'on veut exécuter dans le pool de threads. Donc on va mettre la tâche 1, la tâche 2, la tâche 3, la tâche 4, etc. Et ensuite le scheduler va les exécuter et va fournir les réponses.
il va pas forcément les traiter enfin vous n'allez pas forcément obtenir les réponses dans l'ordre où vous avez poussé les tâches dans le scheduler. Par exemple, la tâche 1 a été très rapide, donc on va avoir le résultat tout de suite. Puis la tâche 4 qui a été plus rapide que la tâche 2 qui est en fait très lente. La tâche 2 va ensuite s'exécuter, puis la tâche 3. Mais un scheduler, ça peut être aussi juste un seul thread. Et là, ça va être beaucoup plus simple, c'est on va empiler les tâches, et après, il va les exécuter dans l'ordre. Pouvoir gérer les contextes d'exécution, c'est encore intéressant sur les applications back-end, mais également sur les applications Android. C'est là où sûrement on l'utilise le plus. Pour tous les développeurs Android, ils ont déjà sûrement eu l'exception Not on the main thread ou encore l'exception Network on main thread exception. Ces problèmes-là, c'est typiquement vous êtes en train d'essayer de modifier l'interface graphique quand vous êtes dans un contexte hors graphique ou encore quand vous êtes en train de faire un appel réseau depuis le contexte d'exécution graphique. Java 2 et Reactor proposent des opérateurs pour pouvoir facilement passer d'un contexte à l'autre, notamment avec la méthode observeOn. Donc on peut très bien dire, ok, je démarre dans mon thread, dans mon contexte d'exécution dédié aux entrées-sorties, puis j'ai passé dans le contexte d'exécution lié au calcul parce que j'ai un calcul complexe à faire ou quoi que ce soit, et je peux revenir, si je le veux, dans le thread graphique où là je vais modifier l'interface utilisateur. On se retrouve avec beaucoup de schedulers différents. Donc par exemple, l'IO, comme j'ai déjà dit, pour les entrées-sorties, en fait c'est un pool de threads qui grossit au besoin, ce qui est idéal pour tout ce qui est IO. Computation ou parallèle sur Reactor pour un pool fini de threads qui va correspondre par défaut au nombre de... il y a autant de threads que le nombre de processeurs sur votre machine. Single, ça va être juste un thread. Immediate, c'est vous allez exécuter la tâche tout de suite. On peut noter que Immediate a disparu de Reactor. En fait, c'est pour votre bien, parce que les gens utilisaient trop souvent Immediate et se faisaient avoir parce que ça bloquait la suite du système. À la place, il vaut mieux plutôt utiliser le contexte d'exécution trampoline qui va en fait prendre votre tâche, la mettre dans une file d'attente et l'exécuter par la suite. Ce qu'on remarque également, c'est que Reactor utilise un nommage technique. On va avoir un scheduler qui va être élastique ou encore un scheduler qui est parallèle. Donc c'est vraiment un nommage technique. A contrario, Eric Java va plutôt prendre une approche fonctionnelle. On va avoir le scheduler IO, computation. Si vous prenez un projet spécifique à JavaFX, ça va être plateforme, qui est spécifique à l'univers JavaFX. Revenons à la back pressure. On en a rapidement parlé tout à l'heure. Donc la back pressure, ça n'a toujours pas changé. C'est quand il y a trop d'éléments, on veut pouvoir contrôler la production des éléments. Techniquement, comment ça marche? En fait, ça a été simplifié, je trouve, dans les versions Java 2 et Reactor. On va avoir un abonnement, on va garder la référence sur cet abonnement. Et au démarrage du flux, on va indiquer le nombre d'éléments qui nous intéressent pour la première émission. Donc dans l'exemple, je vais juste demander un élément, mais je pourrais en demander 2, 3, 5, etc. Une fois que je vais être notifié du nouvel élément, je vais pouvoir le processer et ensuite je vais demander les éléments suivants. Pareil, c'est un nombre, donc vous pouvez très bien demander un élément, 2 éléments, 3 éléments, etc. Donc la back pressure, je vais pouvoir contrôler l'émission de ma source, mais ma source, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être par exemple un fichier. Si vous voulez contrôler la lecture des lignes, vous avez lu 5 lignes, mais vous voulez la suivante, via la back pressure, vous pouvez demander, voilà, donne-moi la ligne suivante. Ça peut être par exemple Kafka. Vous recevez trop de messages, ça ne vous intéresse plus, vous commencez à dropper les messages parce que vous n'arrivez pas à les traiter. Ou encore, ça peut être tout bêtement une requête JDBC. C'est idéal pour faire de la pagination. Vous avez lu 10 lignes, vous voulez passer à la page suivante, vous relisez 10 lignes. Entre Java 2 et Reactor, la mécanique au niveau de la back pressure, c'est identique, ça marche pareil. Tout ça grâce au Reactive Stream. Quand on fait du code asynchrone, on est trop souvent confronté au stack d'erreurs qui en fait sont inexploitables. On a une erreur, mais on ne sait pas où elle a eu lieu. Le numéro de ligne est insignifiant. Bref, on sait qu'on a un problème, mais on ne sait pas où. Du coup, pour simplifier ça, il y a une méthode qui a été rajoutée sur les hooks avec Java, c'est Enable Assembly Tracing. Ça va rajouter en fait de l'information dans la stack d'erreur. Donc maintenant, on va savoir quel opérateur pose problème, et en plus, où est-ce que ça déclenche l'erreur.
c'est super, sauf qu'en fait, malheureusement, ça n'a pas été importé pour l'instant dans RX Java 2. Pour l'instant, il faut utiliser une extension qui est spécifique. Mais ça en fait, ça n'a pas été mis directement dans RX Java 2, ça a été copié de Reactor. Reactor propose donc la même mécanique qu'il faut implémenter légèrement différemment. Mais pareil, ça rajoute de l'information dans la stack d'erreur, ce qui est idéal pour retrouver l'erreur. Mais ils sont encore allés plus loin sur Reactor. Ils ont rajouté un opérateur qui est checkpoint. Ça va vous permettre en fait de dire ok, moi j'ai envie de vérifier uniquement sur ce flux d'événements si j'ai une erreur dans le flux précédent. Et en plus, si vous voulez, vous pouvez associer un label. Donc dès que vous avez l'erreur, c'est hyper simple pour savoir où est l'erreur. Vous mettez un petit label dans la stack d'erreur. Vous avez le label, donc vous savez où est le souci. Alors évidemment, c'est trop beau pour être vrai en parenthèse, dans le sens où le mettre en place, ça va dégrader les performances. Donc c'est très bien pour avoir une information en plus dans les stacks d'erreur, mais vous ne pouvez pas le pousser en prod, parce que sinon ça va impacter la qualité de votre applicatif. Alors justement, on est en train de parler de performance, et il y a différentes générations de streams, et RxJava 2 et Reactor font partie de ce qu'on appelle partie de la 4e génération qui met en place la fusion. Alors c'est quoi la fusion? On va le voir, mais attention, les slides suivants sont conceptuels, c'est-à-dire que techniquement c'est faux, c'est un petit peu plus compliqué que ça, mais ça permet de comprendre un petit peu les impacts, comment ça marche. On va prendre le cas sans fusion, comment ça marche. Donc on a nos opérateurs, et en fait ils vont avoir des fils de traitement. Donc notre premier flux a tous les événements, on va mettre tous les événements dans notre petite file de traitement, on va traiter nos petits éléments, on obtient un nouveau flux, et l'opérateur suivant va prendre ces éléments, va encore les mettre dans sa file de traitement. Et ainsi on a le résultat. Avec Fusion, quelle est la différence? En fait, on va pouvoir enlever une des files de traitement parce que RxJava et Reactor vont détecter que techniquement, on peut utiliser la même file d'attente. Donc dans notre cas, on va prendre les événements, on va les transformer, et les événements suivants, on va les remettre dans la même file d'attente et on va les traiter. Bref, on va créer moins de structure, ce qui fait que la fusion va diminuer la consommation de mémoire, mais en plus on va augmenter les performances de notre applicatif. Pour vous, j'ai fait un petit bench, très simple, je vais créer énormément d'observables, ça sert à rien, mais je vais juste voir un petit peu le résultat sur la mémoire. Avec RxJava, donc on a le graphique de la consommation mémoire. Avec RxJava 2, avec exactement le même code, on voit tout de suite la consommation de mémoire diminuer, et avec Reactor, elle est encore plus plate. Ça, c'était la consommation mémoire, mais du coup, ça impacte aussi les perfs. Si on fait un bench sur ces traitements sur des données, on va avoir en fait RxJava qui est un petit peu lent, RxJava 2 et Reactor qui sont tout de suite plus performants, et bon, pour l'instant, les streams Java 8 restent toujours plus performants. Mais ça, c'était un bench de décembre. En mars, le même bench, c'est Reactor et RxJava 2 qui arrivent à être encore plus performants que les streams Java 8. Ça veut dire qu'avec RxJava 2 et Reactor, vous avez plus de fonctionnalités qu'avec les streams Java 8, mais en plus vous les avez quasiment les mêmes perfs. C'est hyper intéressant si vous êtes typiquement sur Android. Vous pouvez utiliser RxJava 2 et du coup vous aurez les streams performants pour Android. Mais c'est aussi intéressant côté back-end, parce que si vous consommez moins de mémoire et vous avez plus de performance, ça veut dire que vous pouvez encaisser plus d'utilisateurs. Donc vous pouvez avoir plus de clients et aller plus vite, faire plus de commandes, etc. Pour la dernière partie, on va passer sur l'écosystème, parce que finalement les choses changent avec les versions. Donc on a RxJava qui avait déjà une communauté qui était assez grande. Le sponsor c'était Netflix, mais il s'est retiré, maintenant il est community. RxJava 2 a profité de la communauté de RxJava, donc elle est toujours grande. Par contre, Reactor, sa communauté, elle est en croissance. Alors pourquoi elle est en croissance? Pour moi, elle va grandir parce que typiquement, il suffit de voir comment Pivotal investit dans le projet. À cette conférence, on a déjà plusieurs conférences sur le sujet Reactor. Alors que RxJava, ça dépend des utilisateurs, donc on a moins fatalement de présentations. Donc je pense que clairement, on va parler de plus en plus de Reactor. J'ai regardé sur les différents projets
ces nouvelles versions, comment ça va impacter les différents projets. Donc sur Android, clairement, ils sont en train de passer de plus en plus sur un RxJava 2. Realm, qui est un projet fortement utilisé côté Android, n'est pas encore sur RxJava 2, mais quand on va sur le site internet, sur les issues, etc., de plus en plus d'utilisateurs sont intéressés pour passer par RxJava 2, et même l'équipe essaye d'y passer, mais dit que techniquement c'est un petit peu compliqué pour certaines contraintes. En plus, Uber a mis en open source un de ses projets, et dans leur README, ils disent clairement qu'ils sont en train de migrer agressivement sur RxJava 2. Donc sur Android, c'est sûr, tout le monde va passer à RxJava 2. Côté, on va dire, back-end, c'est différent. Déjà, il y a une forte inertie. Istrix, Couchbase, MongoDB sont encore sur RxJava, et j'ai pas réussi à détecter de signaux pour dire qu'ils allaient migrer tout de suite sur RxJava 2. Donc à cause de cette inertie, j'ai encore du mal à voir si les projets vont plutôt migrer RxJava 2 au Reactor. Mon avis personnellement, c'est que je pense que les projets vont passer sur RxJava 2 et non pas sur Reactor. Pourquoi? Parce que Reactor, c'est le sponsor, c'est Pivotal. Est-ce que ces projets vont vouloir dépendre d'une société externe? Je suis pas sûr. C'est pour ça que je pense qu'ils vont passer sur RxJava 2. Évidemment, tous les projets Spring, eux, vont clairement passer sur Reactor et vont peut-être proposer une compatibilité avec RxJava 2 grâce au Reactive Stream. Spring 5 va adopter Reactor, donc clairement ça va accélérer son adoption. Donc dans la nouvelle version, je pense que vous aurez plein de choses réactives, etc. Une SS2I américaine sort régulièrement un radar technologique et au dernier radar, ils ont rajouté ReactiveX dans les technologies à adopter. Donc je pense que ce sera encore une technologie qui va de plus en plus être dans les différents projets. Donc au final, ma vision, c'est que sur Android, tout le monde va passer sur RxJava 2. Côté backend, je peux me tromper, mais ça sera aussi, je pense, RxJava 2. Et évidemment, sur tous les projets Spring, ce sera Reactor. Peut-être que je me trompe sur ces prévisions, mais en tout cas, pour moi, une chose est sûre, c'est qu'en 2017, ce sera l'année des ReactiveStream. On fera du RxJava 2 ou du Reactor. Merci pour votre attention.